Monsieur le Président, Monsieur le député maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, chers confrères, chères consoeurs, cher Gérard Bacot, qui venait de prononcer à mon égard des mots touchants, surtout venant d'un ancien adversaire politique, et je vous en remercie. Je vais vous faire un aveu, je souffre de rhinopharyngite chronique. Cette maladie insidieuse qui n'entraîne pas la mort, mais qui vous empoisonne la vie autant que les muqueuses. Là où pour le commun des mortels, tout est calme et volupté, pour le rhinopharyngiteux, tout n'est qu'éternuement et nez bouché. Maladie au demeurant chronique, qui laisse le médecin sans voix et le patient bouche bée. C'est à peu de choses près ce que me disait il y a 45 ans cet excellent docteur Dubuis, praticien éminent de notre ville et membre distingué de notre académie. Les médecins d'alors avaient des lettres en plus de leur science et cherchaient à ne pas creuser davantage par des prescriptions inutiles le trou encore bien modeste de la sécurité sociale. Lassé de soigner mes rhumes à répétition, il me délivra donc cette ordonnance insolite. Tu prépares ton agrégation, viens nous rejoindre à l'Académie, tu verras, c'est une assemblée de vieux messieurs, tu rajeuniras la compagnie. Et puis, je sais que tu aimes Giraudoux. Le docteur Dubuis avait une prédilection pour cet auteur aujourd'hui méprisé par les gens de théâtre, peut-être parce qu'il avait écrit « Le grand avantage du théâtre sur la vie, c'est qu'il ne sent pas le rance » et que beaucoup de gens qui écrivent du théâtre aujourd'hui sentent le rance beaucoup plus que la vie. Toujours est-il qu'à 23 ans, je me retrouvais membre titulaire de l'Académie royale de Villefranche en Beaujolais et par la grâce d'un praticien géraldusien et d'une rhinopharyngite qu'il n'avait pas réussi à soigner. Je me revois faisant mes premiers pas dans cette salle des conférences de la Chambre de commerce où se tenaient alors les séances. Cherchant du regard les plus jeunes, ceux qui m'avaient précédé, mais ils avaient tous 15 ou 20 ans de plus que moi, et je les trouvais très vieux. Mais par un curieux hasard que je ne parviens pas à expliquer, nous avons conservé la même différence d'âge. Et maintenant, je les trouve beaucoup moins vieux. La vieillesse a cette élégance que ceux qui y sont déjà installés s'arrêtent de vieillir pour la rendre plus acceptable à ceux qui vont y entrer. Toujours est-il qu'ils étaient bien cacochimes, les deux confrères entourant le président Pinet, maître Ferdinand Bouchard et Justin Dutrève, une sorte de trinité où il n'y aurait eu que des pères et pas de fils, mais de l'esprit pour trois, même si ce n'était pas le Saint-Esprit. Alors quand le président Rougier, qui partage avec son prédécesseur ses rondeurs balsaciennes et son œil malicieux, quand il m'a demandé de faire une communication pour célébrer ses 45 ans, je me suis demandé de quoi allais-je bien vous parler. La dysenterie d'Humbert III en 1144 sur les hauteurs de Beaujeu, ou le priapisme aigu d'Édouard II courant après Mademoiselle de la Bessée, me semblait sujet trop grivois pour notre assemblée. Il m'aurait contraint en outre à me plonger dans les archives, ce que mon état actuel de paresse intellectuelle m'interdit. Alors, puisqu'il s'agit d'Académie, pourquoi ne pas en revenir à ses origines? Quand dans notre bonne ville, à partir de 1680, à l'hôtel Bessy du Pelou, ou chez les Roland, en face, prirent l'habitude de se réunir gens d'église et gens de robe, gens de lettres et gens d'épée. À tour de rôle, l'un d'eux prenait la parole, sans trop savoir de quoi il allait parler, de poésie ou de botanique, de philosophie ou de poésie encore. Il ne savait pas de quoi parler, mais il était certain que dans l'assistance, il y aurait
toujours quelques regards complices. Il est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable et personne pour écrire des messages pendant la conférence. La matière est toujours mince, que l'artiste embellit. Donner une herbe au peintre, il en fait une aquarelle. Donner une romance au musicien, il en fait une symphonie. Donner un soupir à l'écrivain, il en fait un roman. Nous sommes en 1680, à l'hôtel Bessy du Peloux. Vous êtes Jean de Robe ou Jean d'Épée. Vous avez éteint vos téléphones portables. Je suis l'orateur du jour. Alors, tel le petit Pousset, semant ses cailloux blancs pour ne pas perdre le chemin de sa mémoire, je vous parlerai de Villefranche, je vous parlerai d'histoire, de culture, de vie publique, de vie tout court, et des rencontres qui ont compté dans ma vie. Rêverie d'un promeneur solitaire. Villefranche d'abord. Quand ils ont 10 ans, les petits gamins rêvent souvent d'être stars de cinéma ou pilotes de course, pape ou pompier. Moi, mes ambitions étaient plus modestes. Je rêvais d'être maire et je l'ai été. Tous ceux qui ont exercé des fonctions publiques vous le diront, c'est le plus beau des mandats. Parlementaire, vous êtes un parmi 577 si vous siégez à l'Assemblée, un parmi 382 si vous siégez au Sénat. Le maire est seul, ou plus exactement, il est seul et avec, simul et singulis, selon la belle devise de la Comédie Française. Seul à choisir son équipe, ses adjoints, qui ensuite agiront par délégation dans le domaine de leurs compétences. Seul à décider, à impulser, à encourager, à consoler, à bâtir. Seul, si l'on croit les sondages, à échapper à l'opprobre général qui touche la classe politique, parce qu'il est proche des gens. Le maire est seul et il est proche. J'aime raconter cette anecdote que vous connaissez peut-être, mais elle est tellement significative. J'ai reçu un jour à ma permanence une dame qui venait m'exposer ses déboires conjugaux. Après l'avoir écoutée avec politesse, je lui demandais pourquoi c'est à moi qu'elle venait en parler, moi qui ne pouvais pas grand-chose pour elle. Et elle eut cette réponse savoureuse. Il n'y a plus de curé, les psys c'est trop cher, les maires c'est gratuit. Le maire est seul, il est proche et c'est gratuit. Parole de Yotan sur le mont Garizim, livre des juges, chapitre 9. Les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier, sois notre roi. Et l'autre d'ajouter, faudrait-il que je renonce à mon huile pour me balancer au-dessus des autres arbres? Alors les arbres dirent au figuier, sois notre roi. Faut-il que je renonce à mes fruits délicats et savoureux? Et la vigne de décliner aussi. Faut-il que je renonce à mon vin qui fait le plaisir des dieux et des hommes? Alors les arbres se tournèrent vers le buisson d'épines. Sois notre roi. Et lui de répondre, si c'est de bonne foi que vous me consacrez par l'onction pour être votre roi, venez vous asseoir sous mon ombre. Le maire est seul, proche, gratuit, et il est toujours un peu buisson d'épines. Villefranche d'abord. Villefranche, c'est la ville que j'ai toujours aimée, mais avant d'en être maire, j'en ai connu une autre. Et un autre maire qui m'a beaucoup marqué. J'avais 20 ans et j'assistais à un congrès d'étudiants à Assise. Le discours de clôture était prononcé par le maire de Florence, Giorgio La Pira, personnage considérable de la vie politique italienne d'alors. Brillant universitaire, il avait été un des fondateurs de la démocratie chrétienne et un des pères de la Constitution de 1946. Il avait surtout fait de Florence, en cette période de guerre froide, une sorte de capitale de la paix,
où, grâce à son immense prestige, il accueillait des dirigeants de l'Est, de l'Ouest et du tiers-monde, encore naissants. Bref, c'était une icône qu'auréolait encore le genre de vie qu'il s'était fixé. Tertiaire franciscain, il logeait dans une modeste chambre du couvent San Marco. À la fin du congrès, ému par son discours, je guettais sa sortie et le lui dis. Il m'invita en retour à venir le rencontrer à Florence. Et dans sa cellule presque monacale, il me parla longtemps de sa vie de maire, de sa vie d'homme politique, de sa vie d'homme de foi. Et la conversation se poursuivit devant son trésor, mais quel trésor, les fresques de Fra Angelico. Il m'invita l'année suivante, je m'en souviens très bien, c'était le jour où les chars russes entraient à Prague. Il était bouleversé parce que ce coup de force remettait en cause tout ce en quoi il croyait et pour lequel il s'était battu. Il me dit, vous verrez, ce mur finira par tomber. Je serai trop vieux pour le voir, mais vous qui êtes jeune, si. J'ai souvent pensé à l'Apira. J'ai pensé lorsque le mur de Berlin est tombé en cette nuit du 9 novembre. Et j'ai pensé de nouveau à lui à la mairie lorsque j'ai eu des décisions à prendre. Son procès en béatification est ouvert en cour de Rome. Le mien ne sera jamais à l'ordre du jour. Mais l'exemple de l'Apira m'a peut-être permis d'éviter quelques vilainies. Villefranche n'est pas Florence, mais Villefranche est une belle ville qui a une belle histoire. Elle commence comme un conte de fées, ville à vivre. Il y a bientôt 1000 ans, un seigneur de Beaujeu qui s'ennuyait dans son château. Pour tuer le temps, il plantait des vignes sur son coteau et il courait les filles autant que les perdreaux. Un jour, il voulait faire une ville dans cette vallée de la Saône, sur ce grand chemin de Bourgogne, qu'empruntaient les marchands de Champagne descendant vers les foires d'Italie et les marchands d'Italie remontant vers les foires de Champagne, les bras chargés d'étoffes rutilantes et de parfums d'Arabie. Il voulut faire une ville libre, une ville franche, donnant du terrain à tous ceux qui viendraient l'habiter et les délivrant de leur servitude. Alors, ils vinrent de partout. Le Benoît et la Bernarde, qui cultivaient la vigne sur le mont de Brouilly, le Martin et la Géraude, qui cerclaient des tonneaux à Fleury, le Robert et la Guillemette, qui tressaient des joncs en dombes, et Raoul, qui travaillait le fer du côté de Montmelat, et Guibert, qui équarrissait du bois dans la forêt de Montmelat, et Guyonnet, le marchand de draps, et Renaud, qui avait des guerpilles. Il y avait même un gentil trouvère. Ils bâtirent notre ville au son de son flutio. Alors, la ville, depuis la tour de péage, descendit la première pente, puis remonta tout harassée, la seconde, aussi abrupte que la première. La ville de Sirimbert aurait donc le profil en forme de V. Peut-on rêver pour une ville de plus joli profil qu'un profil en forme de V? Dans le Marais, ils firent à la Vierge une belle église, dont le clocher était si haut qu'on eût dit un mât. La ville de Sirimbert prit la forme d'un bateau. Et puis, les choses se gâtèrent un peu. Ils avaient construit en chantant leur maison de bois, et l'un d'eux voulut une maison de pierre, et un autre la maison du voisin. Alors arrivèrent les notaires. Villefranche, c'est un peu l'histoire de l'arche de Noé. Noé qui accueillait dans son bateau les animaux de toute espèce, 2 par 2. Et ils vécurent heureux, en paix, jusqu'à ce que Dieu, surmontant sa colère, mit fin au déluge. Alors Noé leur demanda de rester auprès de lui, mais en vain. « Je préfère la terre à ton bateau, dit le vermisseau, et moi le ciel pour y déployer mes ailes, dit l'oiseau.
Et moi, grimper aux arbres, dit le chat, et moi, courir dans la prairie, dit le lion. Alors, ils partirent chacun de leur côté. Et plus tard, un peu plus tard, l'oiseau mangea le vermisseau, le chat mangea l'oiseau, le lion mangea le chat, la colombe était morte, tuée par le corbeau. Villefranche est toujours aussi belle, mais n'échappera pas sans doute à la règle commune qui veut qu'on ait toujours mangé par plus gros que soi. Villefranche a mangé Beaujeu, Villefranche sera sans doute mangée par Lyon, Lyon par Paris, la France par l'Europe, et l'Europe par le monde. Et ce monde, peut-être, par un monde qu'on ne connaît pas, mais dont on peut soupçonner l'existence. Et si la finalité de l'histoire, de notre histoire, n'était pas celle d'une grande bouffe. Je vous parlerai de politique, mais rassurez-vous, je connais trop les usages de notre académie en 45 ans pour savoir que la politique politicienne en est bannie. N'attendez donc pas de moi que je m'attarde sur les mérites comparés de la droite et de la gauche, d'autant plus que j'ai toujours appartenu au centre, cet objet volant non identifié qui, pour les uns, réunit ce qu'il y a de mieux dans la gauche et dans la droite, et pour les autres, le pire. Mais au moment de la quitter, je m'interroge sur le discrédit qui la frappe aujourd'hui. Est-ce que les élus sont tous pourris, comme voudraient nous le dire certains médias? Je ne le pense pas. Il y a parmi eux, à peu de choses près, autant d'honnêtes gens et de crapules que dans toute autre activité humaine. Est-ce que les élus ont moins d'idées que leurs administrés? Je ne le pense pas non plus. Le monde d'aujourd'hui est tellement complexe que s'il y avait une baguette magique pour le transformer, il y a longtemps qu'on l'aurait trouvé. Non, je pense que la crise du politique vient d'abord et avant tout d'une crise du langage, que les communicants et les technocrates ont complètement tyrannisé, imposant leurs diktats, parler et faire parler pour ne rien dire. Le Parlement, qui devrait être, par essence, le lieu où la parole veut dire quelque chose, a perdu son rôle. Mon passage au Sénat a ici quelque peu douché mes illusions. Les parlementaires sont très consciencieux et très compétents quand ils travaillent en commission, mais pourquoi sont-ils si mauvais dans l'hémicycle? Dans l'hémicycle vide, quand il n'y a pas la télévision, où les intervenants annonnent un papier que leurs assistants leur ont préparé et que le ministre leur répond en annonnant le papier que ses propres assistants lui ont concocté, sachant bien que les assistants des uns deviendront les assistants des autres. Dans l'hémicycle plein, lorsqu'il y a la télévision pour ces fameuses séances retransmises à l'usage des retraités qui ont terminé leur sieste, et où il n'est plus question ici de réponse, mais tout simplement de vitupérer devant la caméra pour faire le buzz. Le Parlement a toujours été un lieu d'affrontement, mais Jaurès et Clémenceau s'y affrontaient avec panache. Où sont aujourd'hui les discours fondateurs? Ceux de Schuman ou de Mendès, et plus près de nous, ceux de Chaban-Delmas sur la nouvelle société, de Simone Veil sur l'interruption volontaire de grossesse, de Robert Badinter sur l'abolition de la peine de mort. N'est-il pas symptomatique que le seul discours de ce début de siècle dont on se souvient et dont on parle encore est celui de Dominique de Villepin sur l'Irak? Mais encore l'a-t-il prononcé à New York et non pas à Paris, au Conseil de sécurité et non pas à l'Assemblée. La politique, si elle n'est pas porteuse de messages, n'a plus rien à dire. Et si ce message est dilué dans des techniques de marketing, elle ne parle plus aux gens, elle n'est que closer. Ce n'est plus qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, c'est qu'importe l'ivresse pourvu qu'on ait le flacon. Et les communicants ne vendent que le flacon.
Ils continueront à dire à un candidat qu'il ne sera jamais élu s'il ne parle pas à la fois le langage de la ménagère de 50 ans et celui du rapport de 20 ans. Faut-il s'étonner que le candidat, une fois élu, déçoive à la fois la ménagère de 50 ans et le rappeur de 20 ans? Les communicants vous diront que si votre nom est trop long, trop dur à prononcer, trop compliqué, il faut savoir le concentrer dans une formule magique. Ils ont inventé jadis GJSS et JFK, aujourd'hui DSK, NKM, BHL. Alors quand on s'appelle Pignard, je me souviens du slogan de notre ancien député et ministre présent dans cette salle. Il est du cru, il a du cran, votez du cray. Je ne pouvais tout de même pas mettre sur mes affiches « Il est Pignard, il est Pignon, votez Pignouf ». Non, et puis d'abord, je vais vous faire une confidence. Je m'appelle Pignard et je n'aime pas mon nom. J'aime les noms en on et pas les noms en art. Le art est franchouillard, le on, distinction. Le on, aquilon, s'envole dans les airs. Le art malabar se fout le cul par terre. J'aime le on du pont, des demoiselles d'Avignon, qui font et refont, 3 petits tours et puis s'en vont. Je hais le art bâtard, moitié zonard, moitié crevard, qui pique et nique de son dard à s'en briser le braquemar. Ne boutez pas si tard, j'aime l'accordéon. Ne pleurez pas, guitare, j'aime le violon. Tatar, tonton, sauciflard et saucisson, la dernière goutte de pinard, le dernier vers de les chansons. Tatar, tonton, gronibard et bonichon, enlèvez-moi ce vieux falzar, je vous préfère en caleçon. Au diable, les Gaspard, les Bernard, les Gérard, et vivent les Suzon, les Fanchon, les Toinon. Ainsi, j'aime les Balthazar et pas les Gédéon. Une nuit, dans mon plumard, j'ai fait un cauchemar. Les hards voulaient manger Léon. Alors Léon se carapatait, mais les hards les rattrapaient et les avalaient. Et le canon se faisait canard, tout en camon, tout en camard, et le bizarre bison, et le pignard pignon. Mais au petit matin, le rêve avait pris fin, le canard redevenait canon, tout en camard, tout en camon, et le bizarre bison, et le pignard pignon. Ceci n'est pas une œuvre d'art, mais quelques vers de Mirliton. Je m'appelle Pignard, je n'aime pas nos noms, j'aime les noms en on et pas les noms en art. C'était ma tirade du nez, puisque j'ai de la rhinopharyngite. La politique. La politique, je n'en parlerai qu'avec beaucoup de circonspection. Parce que, une fois encore, il faut savoir, dans cette maison, dans cette académie, garder un certain recul. Je vous parlerai aussi des techniques d'aujourd'hui, de ces mots qui ne veulent plus rien dire. Enseignant à l'école d'attaché de presse pendant plus de 20 ans, et j'ai quelques élèves ici, j'essayais de leur faire comprendre que la magie du mot participait à la magie tout court, que les mots, il fallait les apprivoiser, il fallait jongler avec eux, il fallait les triturer en tous sens pour en faire jaillir ce que Rabelais appelait leur substantifique moelle. Or, aujourd'hui, les communicants se moquent des mots. Ils communiquent pour communiquer encore, pour communiquer toujours, pour communiquer en ne disant rien. Dans sa célèbre pièce, Alfred Jarry faisait péter le père Ubu-Roi. Personne ne s'y attendait et tout le monde riait. Aujourd'hui, il y aurait 3 communiqués pour dire que le père Ubu va péter et 3 pour dire qu'il a pété. Cela me rappelle aussi l'histoire de Jules Berry, ruiné au jeu, qui écrivait à un ami « Prête-moi 1000 francs, je le dirai à tout le monde ». Et l'autre de lui répondre « Je t'en prête 100, mais tu ne le dis à personne ». Aujourd'hui, on communique sur les 100 francs ou sur les 100 euros. On communique toujours pour communiquer, même si l'on n'a rien à dire.
les communicants se moquent des mots. Ils ont parvenu à les émasculer, à les envelopper dans une sorte de voile pudique, parce qu'il est criminel aujourd'hui d'appeler un chat, la mort, la mort. Avez-vous remarqué que dans les notices nécrologiques, personne ne meurt plus? Monsieur Dupont nous a quittés, Monsieur Durand s'en est allé, Madame Duchemol s'est éteinte. On se protège des mots comme on se protège de la bise. Ici, derrière la périphrase, et là, derrière le paravent. Amphigorie, Salmigondi, du ballon, on a fait un référentiel bondissant. De la femme de ménage, une technicienne de surface. Du noir, un homme de couleur. De l'aveugle, un non-voyant. Du sourd, un malentendant. Du handicapé, une personne à mobilité réduite. Du chômeur, un demandeur d'emploi. Du délinquant. Un jeune qui n'a pas trouvé dans son environnement familial les conditions nécessaires à son épanouissement. Oui, on fait des comités de pilotage qui ne pilotent rien, on fait des séminaires qui ne sèment rien, des politiques de la ville qui ne sont que politiques de quartier. Quant à ce mot citoyen, ce si beau mot citoyen, on le met aujourd'hui à toutes les sauces. Ouvrez votre journal, vous n'aurez que des manifestations citoyennes, que des démarches citoyennes, que des appels à la citoyenneté, que des écoles de la citoyenneté. Mais que diable! Le citoyen dans la Marseillaise, c'est celui qui prenait les armes pour défendre la patrie. Dans la République, c'est celui qui votait et qui s'intéressait à la chose publique. Alors aujourd'hui, fort heureusement, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui font preuve de solidarité, de générosité, de justice, de civisme. Alors disons qu'ils sont solidaires, généreux, justes, civiques. Mais pourquoi toujours citoyens? C'est le seul mot qu'on connaisse. Bientôt, ce sera une démarche citoyenne que de faire pisser son chien dans le caniveau. Amphigorie, Salmigondi, les mères ont toujours eu l'obligation de lire aux futurs mariés quelques articles du Code civil, rédigés il y a plus de 200 ans. Ces articles sont clairs comme de l'eau de roche. Article 212, les mariés se doivent fidélité, respect, secours, assistance. Article 213, ils assurent ensemble la direction matérielle et morale de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants. Article 214, ils pourvoient aux charges du ménage en fonction de leurs capacités respectives. C'était clair comme de l'eau de roche, comme ce dernier article qui consistait à dire qu'on choisissait son lieu de résidence en commun. Précis, concis, comme cet article 212 du Code pénal, aujourd'hui disparu, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Ça sonnait comme un alexandrin. Mais on nous a fait obligation, il y a une quinzaine d'années, de lire un autre article, conçu celui-ci par le cerveau embrumé d'un énarque parisien. Avec l'âge, la mémoire commence à me faire défaut, et quand il s'agit de quelque chose de ne pas intéressant, je préfère prendre un papier. Article 311.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à sa majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent son âge et son degré de maturité. Périphrase, paravent, amphigorie, Salmigondi. Quitte à être hors la loi, je me suis toujours interdit d'imposer cette logorée aux mariés, de peur qu'ils quittent la salle avant d'avoir donné leur consentement. À force de dire aux gens qu'on agit toujours pour leur confort et leur sécurité, on les persuade qu'ils ne peuvent pas vivre sans consoeur, sans confort ni sécurité. À force de les informer qu'on refait un trottoir pour améliorer leur cadre de vie, on les persuade qu'il n'y a pas de cadre de vie acceptable
sans trottoir réparé. On ferait mieux de leur dire, on va vous emmerder pendant 15 jours avec les travaux. Ils râleraient et au moins ils sauraient pourquoi. À force de convaincre les élus qu'ils ne peuvent plus prendre de décision sans la validation d'un bureau d'études, les élus ne prennent plus de décision et les études s'entassent dans les placards des mairies ou des ministères. Je rêve du jour où de ces études sans suite, on puisse faire un immense feu de joie autour duquel le peuple pourra danser. Et je rêve que les décideurs publics, condition qu'il en reste, puissent renvoyer ces cuistres à leur cuistritude, comme dirait Ségolène, ces soi-disant spécialistes des ressources humaines, ces organisateurs de congrès qui vendent très cher des mots gonflés de suffisance. Toute action doit être efficiente, toute démarche citoyenne, toute vision stratégique, toute valeur partagée, toute finalité recherchée, tout management transversal. Vous mettez le tout dans un saladier, vous touillez et vous obtenez. Toute action efficiente doit s'inscrire dans une démarche citoyenne et une vision stratégique pour obtenir la transversalité du management. C'est beau comme l'antique, c'est creux comme un peu de chambre, où d'ailleurs finit la salade. Rabelais aurait interdit à ces précieuses ridicules l'accès de son abbaye de Thélème. S'y n'entrait pas hypocrite, bigot, vieux matigot, marmite boursouflé, torcou, bedeau, plus que n'était l'ego, dit Vistrigo, amateur de magot, air, cafard, en pantouflé. Rabelais aimait les mots pour ce qu'ils étaient. Et Rimbaud nous a dit qu'ils étaient musique. Les mots crus qui n'ont pas peur d'effaroucher. Les mots nus, sans pyjama matelassé. Mots dodus qu'on prend plaisir à déguster. Mots fourbus qu'on a envie de consoler. Mots fruits, comme les raisins verts qui agacent les dents. Comme la pêche mûre qui fond sous le palais. Comme la pomme blette à l'automne avancé. Mais les mots qu'on nous sert aujourd'hui sont des mots servis sous cellophane avec date de péremption. Et si la crise de notre temps n'était pas tout simplement une crise de la culture, ce qui reste quand on a tout oublié, mais à force d'oublier, on oublie même le reste. J'en reviens à la Pyrrha, encore lui. Florence, me disait-il, n'aurait jamais été Florence s'il n'y avait eu que les Médicis ou que Michel-Ange. Florence a été Florence parce qu'il y avait les Médicis et Michel-Ange. Une ville où il n'y aurait que des banquiers serait une ville riche, mais bien triste. Une ville où il n'y aurait que des artistes serait une ville belle, mais bien démunie. Pour qu'une ville soit belle et riche, il lui faut des banquiers et des artistes. À la petite place que le destin m'a assignée, vous le rappeliez Gérard, j'ai essayé de retenir la leçon. Oh, rassurez-vous, je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait de bien ou bien fait dans cette ville, parce qu'il faudrait aussi que je vous dise ce que j'ai fait de mal et mal fait. Je voudrais tout simplement ce que j'ai fait de mieux. Cette place des Arts, entourée d'un théâtre que nous avons rénové, d'un hôtel-Dieu que nous avons restauré avec sa chapelle au magnifique plafond baroque, sa salle des échevins, son conservatoire, cet auditorium. Notre ville qui a connu la prospérité grâce à de puissants capitaines d'industrie ou de géniaux inventeurs, les Théodore Braun, les frères Bonnet, les Joannès Sabou, les Jacques Maire, cette ville peut s'enorgueillir d'avoir mis les arts au cœur de la cité. Cela n'aurait pas déplu à Victor Vermorel, ce touche-à-tout de génie qui donna aussi bien dans le pulvérisateur que dans l'automobile et qui aurait sans doute fait des avions si l'on avait eu le temps, qui collectionnait des livres et bâtissait des châteaux. Vermorel qui, à sa façon, était un prince de la Renaissance. Puisse la ville être digne de sa mémoire et aménager, dès qu'elle le pourra, cette propriété
que ses héritiers lui ont donnés. Et je dirais aussi les tableaux que Paul Denis nous a légués. Oui, cette ville, elle est faite de ceux qui entreprennent et de ceux qui aussi entreprennent la beauté. Mais la culture, faut-il en parler puisque nous sommes en crise et qu'il y a sans doute d'autres priorités? Je répondrai oui. C'est précisément parce que nous sommes en crise et que lorsque tout va mal ou moins bien, on éprouve d'autant plus le besoin, au-delà de l'âpreté des jours, d'avoir des raisons d'espérer, de croire, d'admirer, bref, des raisons de vivre. Un biographe de Churchill raconte qu'au plus fort de la guerre, alors que Londres était sous les bombes, des ministres lui suggéraient d'affecter le budget de la culture aux armées. Et le vieux lion de répondre, mais pourquoi fait-on la guerre, sinon pour la culture? Il faisait la guerre pour la civilisation, pour combattre la barbarie nazie qui avait recouvert l'Europe, comme aujourd'hui Daesh au Proche-Orient, sauf que Obama n'est pas Churchill. Mutiler Palmyre, c'est mutiler l'âme d'un peuple. Détruire Mossoul, c'est détruire la mémoire d'un peuple. J'étais, il y a 2 mois, en Irak, dans un camp de réfugiés à Erbil, et j'ai rencontré ce Dominicain qui, fuyant l'avance des djihadistes, avait emporté dans un sac en plastique des documents vieux de 2000 ans. Ils ont eu nos maisons, me disait-il, ils n'auront pas notre mémoire. Notre mémoire à nous, c'est l'histoire. Et j'enrage de voir les djihadistes du ministère de l'Éducation nationale, fussent-ils en costume cravate et veston, j'enrage de voir comment ils la détruisent à petit feu, en bannissant des programmes tout ce qui peut s'apparenter à de la chronologie, à de la généalogie, à de l'historiographie. Vieille vulgate marxiste, revisitée par l'école des Annales, qui veut que l'histoire soit l'histoire des faits économiques et des mécanismes politiques, mais celle des hommes, éventuellement en tout cas, pas celle des grands hommes. Le seul ministre qui a eu le courage de s'opposer à ces inspecteurs généraux, ce fut Jean-Pierre Chevènement. Mais il n'a duré que 2 ans avant d'être piétiné par les mammouths. La rue de Grenelle est pleine de mammouths, dont je voudrais qu'ils finissent au musée des Confluences, à côté de celui de Choulan, qui a sur eux un immense avantage, celui de ne s'être jamais mêlé de programme. Oui, ils nous ont fabriqué une histoire desséchée, désincarnée, décaféinée, qui ne laisse plus place aux rêves. Je me souviens de mon instituteur de 73 ans à l'école des Remparts, M. Baudry, qui tôt le matin venait garnir de boulets de charbon le poêle brinque-ballant de notre classe. Ce poêle dispensait une chaleur toute relative qui n'empêchait pas nos jambes nues de rougir et nos plumes sergent-major de crisser sur le papier. Au plus fort de l'hiver 54, nous étions même quelques-uns à garder nos mitaines, surtout moi qui avais de la rhinopharyngite. Mais que M. Baudry se mette à nous parler de l'histoire de France, comme on raconte des histoires à des enfants de 7 ans. Et nous n'avions plus froid. C'était Charles VI, dans la forêt du Mans, sombrant dans la folie, quand un page assoupi laissa tomber son épée sur le casque du voisin et que le roi s'écria « Sus aux traites, on veut m'assassiner !» Alors, avec nos culottes courtes et nos plumes sergent-major, tremblants de peur, cachés derrière les arbres, nous étions dans la forêt du Mans. C'était Saint-Louis, dont Joinville nous dit que, après la messe, il venait s'adosser à un chêne et invitait tous les gens à s'asseoir autour de lui, et que ceux qui avaient des différends pouvaient lui en parler sans qu'aucun huissier ni personne y mît obstacle. Avec nos culottes courtes et nos plumes sergent-major, nous étions près du chêne.
C'était Jeanne d'Arc, dans le jardin de son père, la pieuse et petite bergère à qui Madame Sainte-Catherine, Madame Sainte-Marguerite et Monseigneur Saint-Michel apparurent pour lui demander de bouter les Français, les Anglais hors de France et de conduire à Reims le gentil dauphin pour qu'il y soit sacré. Avec nos culottes courtes et nos plumes sergent-major, nous étions dans le pré. L'histoire est faite aussi pour faire rêver les enfants. Mais me direz-vous, nous sommes aujourd'hui dans une société multiculturelle. Je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Et alors, pourquoi serait-il interdit d'apprendre aux petits Français d'origine étrangère l'histoire des petits Français d'origine gauloise? Et pourquoi pas d'apprendre aux petits Français d'origine gauloise l'histoire des petits Français d'origine étrangère? Ils auraient quelque part une culture commune qui ne serait pas uniquement celle des Pokémon. Que se lève un instituteur qui, demain, se mette à nouveau à parler à ses enfants de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc, de Charles VI, et qui parle, pourquoi pas aussi, de l'Alhambra, des jardins de l'Alhambra, ce palais que les génies ont doré comme un rêve et rempli d'harmonie, forteresse aux créneaux festonnants et croulants où l'on entend la nuit de magiques syllabes. Alors, les gamins d'aujourd'hui, avec leurs Nike et leurs casquettes de rappeurs, seraient dans les jardins de l'Alhambra. Et ils seraient à Bagdad, qui avant d'être de sang et de buis, fut de jasmin et de palmier, en un temps où son calife dédaignait la guerre et chérissait la poésie. Alors, les enfants d'aujourd'hui, avec leurs Nike et leurs casquettes de rappeurs, seraient dans le jardin de Bagdad. Et ils seraient tous ensemble, et tout à la fois, Bayard et Aladdin, Du Guesclin et Simbad le Marin, Ali Baba et Saint-Éloi. Rêverie d'un promeneur solitaire, baliverne, dirait Philippe Mérieux, celui qui pendant 30 ans a régné sur nos programmes, reléguant les ministres, qu'ils soient de droite et de gauche, au rang de roi fainéant dont il serait le maire du palais. Il a imposé son dogme, gravé dans le marbre. L'intérêt de l'enfant est ce qui l'intéresse, et ce qui est dans son intérêt. Il a tué le maître. Je ne sais pas si le banquet de Platon, si la Vénus de Botticelli, si le Parsifal de Wagner sont dans l'intérêt des enfants. Je sais qu'ils sont dans l'intérêt de l'humanité. Mais je sais aussi que Platon n'aurait jamais composé le banquet, et Botticelli sa Vénus, et Wagner Parsifal, s'il n'avait pas eu pour maître Socrate, Philippe Lippi ou Franz Liszt. La connaissance est la base de la culture. L'art demande des techniques. L'inspiration exige la transpiration. Non sine pulvere palma, disaient les anciens. Il n'y a pas de palme sans poussière. Et les artistes d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, qui sont saints de la palme, ont connu d'abord la poussière. J'en ai connu beaucoup. Pendant les 21 ans où j'étais vice-président de ce département du Rhône, qui n'avait pas encore rétréci au lavage, et présidé pendant 20 ans ce festival des Nuits de Fourvière qui me tient tant à cœur. J'en ai connu à Lyon, j'en ai connu à Tokyo, à Amsterdam, à Saint-Pétersbourg, à Montréal, des artistes célèbres et des modestes, ceux des petites compagnies comme ceux des grandes maisons d'opéra. Et à force de les fréquenter, j'avais presque l'impression d'être de leur famille, de partager avec eux l'angoisse des veilles de première et de prendre ma part de bravo quand tombait le rideau. On ne se refait pas, on est et on meurt cabot comme on est et on meurt cajot ou barjot ou bobo ou zozo ou cato ou coco. Parmi eux, Maurice Béjart. Il était venu à Fourvière
présentait son ballet bouleversant, le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Sur une musique de Queen et de Mozart, en hommage à George Donne et à Freddie Mercury, victime d'une sida. Comme tant d'écrivains et d'artistes en ont été victimes, parmi la fine fleur de notre intelligence, Foucault et Nureyev, Jean-Luc Lagarce, Bernard Coltès, Cyril Collard et Jacques Demy, sans parler des autres, des Anthony Perkins ou des Rock Hudson. Et en voyant ces danseurs tous vêtus de blanc, jusqu'au blanc du linceul qui allait les ensevelir, j'en pensais à mes propres amis que le fléau avait fauchés, tant il est vrai que la bête immonde a beaucoup creusé de trous dans les rangs de ma génération. Punition des dieux, disaient les imbéciles. Les dieux ne sont pas si bêtes. L'eût-il été qu'ils auraient emporté aussi en leur temps Oscar Wilde et Tchaïkovski, Verlaine et Rimbaud, Marcel Proust et Jean Cocteau. Béjart passa 4 soirs à Fourvière. Et lorsque le spectacle était fini, nous avions de longues conversations dans ce jardin magique sur Plambon-Lyon, aux 1000 lumières. Un jour, il me dit, le 3e soir, « Je voudrais faire ici un ballet sur la lumière, que je ne pourrais créer qu'à Lyon, parce que Lyon, c'est la ville des frères Lumière. » Qu'est-ce que c'est que la lumière? Moi, je la cherche encore. Avez-vous remarqué dans la Bible que Dieu crée la lumière 3 jours avant d'avoir créé le soleil? Alors, poursuivait-il, au crépuscule de mon existence, je pense que la lumière, c'est l'amour des autres et l'amour de la vie. Nous nous revîmes quelques semaines plus tard dans son chalet sur les hauteurs de Lausanne. Je lui avais trouvé le budget dont il avait besoin, et de la terrasse, la vue s'étendait très loin sur les eaux bleutées du Léman et sur les neiges du Mont Blanc. Dans cette belle journée de septembre, la lumière irradiait. Mais quand Béjart arriva à Fourvière pour répéter, avec ses 30 danseurs et ses techniciens, et cela pour 3 semaines, il pleuvait tous les jours. Il n'avait d'autre choix que de répéter la nuit. Je passais donc de longs moments dans sa loge, à tenter de calmer ses angoisses. Un jour, il me tendit un article du Monde. Voyez ce qu'elle écrit. Elle, c'était Mathilde Mounier, la chorégraphe branchée de l'époque, qui écrivait « Béjart n'est plus qu'un vieux messieurs qui remplit les salles », et il grommela « Et elle n'est plus qu'une jeune conne qui les vide ». Béjart n'avait pas à s'inquiéter, les 5 représentations étaient déjà à guichet fermé, et les danseurs répétaient sous les étoiles. Le soir de la première, et les soirs qui suivirent, un fort vent du nord avait chassé tous les nuages. La lumière était là. Alors, Béjart pouvait s'avancer sur le devant de la scène et prononcer les premiers versets de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et puis, plein d'énergie, de grâce, de beauté, de force, les danseurs prenaient possession du plateau. Béjart mourut 6 ans plus tard par une froide journée de novembre, et ses cendres furent dispersées en mer. A-t-il trouvé la lumière? La lumière, nous la cherchons tous. Et si certains d'entre nous la trouvent dans un acte de foi, d'autres la découvrent dans le clair-obscur d'un tableau, dans une réplique de théâtre, dans l'allegro d'une symphonie, dans l'aria d'un opéra, tant il est vrai que la culture est un supplément d'âme. Alors qu'ils prennent garde, certains des élus d'aujourd'hui qui voudraient la supprimer de leur budget sous prétexte de crise, comme les ministres de Churchill sous prétexte de guerre, qu'ils prennent garde de ne pas rapetisser l'âme de leurs administrés. Fallait-y faire le musée des confluences? Pour y avoir consacré 15 ans de ma vie, je ne peux que vous répondre oui. Oh, s'il s'était agi uniquement
de mettre dans un bâtiment provocateur les collections de Guimet, fussent-elles exceptionnelles, le jeu n'en eût pas valu la chandelle. Mais l'ambition était autre. Faire de ce lieu confluent géographique un lieu de confluence des sciences, des techniques et des arts qui répondent à la seule question qui vaille, qu'est-ce que l'homme? L'homme, instant de l'évolution, l'homme qui apprivoise la nature, l'homme qui fait société, l'homme confronté à la mort et à l'au-delà. L'homme, non pas d'un instant, celui du tweet ou du texto, mais l'homme instant, atome de l'espace, dans un monde dont on ne sait pas comment il a commencé et comment il finira. Inaugurant ce musée, je citais Pascal, gagné lui aussi par ce vertige, qui écrivait il y a 4 siècles « L'homme est un roseau, le plus fragile de la nature, mais un roseau pensant ». Oui, le musée des Confluences est un musée extraordinaire au sens de l'extraordinarité. Et si vous ne l'avez pas visité, je vous invite à le faire, mais vous ne le répéterez pas, à le faire seul, sans médiateur, pour entrer dans le mystère. Je n'aime pas beaucoup les médiateurs, comme je n'aime pas les critiques qui me disent quel livre, quel film, quelle pièce je dois aimer ou détester. J'ai toujours l'impression qu'ils entrent dans la conversation sans y avoir été invités, qu'ils violent mon intimité, qu'ils attentent à ma liberté, qu'ils pénètrent dans ma chambre à coucher. On visite un musée en silence, comme on écoute de la musique en silence, comme on lit un livre en silence, comme on regarde une pièce en silence. Parce que le silence, c'est peut-être là que se niche la sagesse. Je vous raconterai une dernière anecdote. J'ai beaucoup connu un autre futur saint. C'est fou ce que j'ai pu connaître de futurs saints et d'artistes sans n'avoir jamais été moi-même. Gabriel Rosset, directeur du foyer Notre-Dame des Sans-Abris, l'abbé Pierre de Lyon. Il m'avait demandé d'animer une équipe d'étudiants pour servir la soupe au réfectoire et surveiller le dortoir. Et puis, plus tard, il nous demanda d'ouvrir un foyer de travailleurs émigrés sur les pentes de la Croix-Rousse. Avec la fougue de nos 20 ans, nous y accueillions tout le monde, sans nous assurer de la régularité des papiers. Gabriel Rosset, à plusieurs reprises, nous invita à plus de discernement, mais nous ne l'écoutions guère. Un jour, d'une façon impérative, il me dit « Venez passer avec moi une journée à la Trappe des Dombes ». Au petit matin, j'étais au rendez-vous. Il m'emmena d'abord dans une longue promenade dans les jardins du couvent sans qu'il ouvre la bouche. Puis nous passâmes au cloître, puis à la chapelle, puis au réfectoire. Au début de l'après-midi, il n'avait toujours pas ouvert la bouche. Alors n'y était non plus. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous aviez de si important à me dire? Il me regarda fixement et me dit, vous n'avez pas compris, je vous ai fait venir pour que vous écoutiez le silence. C'est dans le silence que vous trouverez le discernement. Le frère Roger de Schutz, qui nous invitait à sa table à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de jeunes athésés, ne disait pas autre chose. Le silence, lieu de discernement, lieu de la sagesse, tout le problème des hommes, c'est qu'ils commencent à entendre le silence que lorsqu'ils deviennent un peu sourds. Tout le problème des hommes avec la sagesse, c'est qu'ils n'y accèdent que lorsqu'il est toujours trop tard. Le langage commun ne s'y trompe pas, on parle des vieux sages et jamais des jeunes sages. Le problème avec la vie, c'est qu'ils la comprennent vraiment qu'au moment où ils s'apprêtent à la quitter. La vie, cette ombre qui passe, disait Shakespeare dans la bouche de Macbeth, cet auteur qui se pavane et qui s'agite durant son heure sur scène, cette histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Je me suis pavané pendant 1 heure sur cette scène, en essayant de mettre dans ma fureur un peu de tendresse et de poésie,
et en essayant d'être le moins idiot possible pour vous montrer que la vie, contrairement à Shakespeare, peut signifier quelque chose. Mais il faut que je m'arrête, parce que je sens bien qu'elle se réveille et qu'elle use de tous ses artifices pour m'empêcher de continuer. Titillement de gorge, nasillement de nez, bourdonnement d'oreille. Elle ne peut pas supporter que pendant 1 heure, je ne pense pas à elle, ma compagne de tous les jours, ma rhinopharyngite. Alors, je vais vous quitter. Atchoum. Bonsoir.